C'est au chapitre 906 que nous est présenté le personnage le plus énigmatique de One Piece. Son nom, Imu Nerona. Appartenant aux 20 rois fondateurs du gouvernement mondial, il ou elle prit part au conflit les opposant à l'ancien royaume il y a 800 ans. Aujourd'hui gouvernant dans l'ombre la Terre Sainte de Marie-Joise, il ou elle donna aux 5 doyens une mission importante à accomplir. Retrouver la princesse du royaume d'Alabasta, Nefertari Vivi, et la lui ramener. Descendante directe de l'ancienne monarque Nefertari Lili, qui refusa il y a 800 ans de vivre en Terre Sainte de Marie-Joise pour rester auprès de son peuple sur Alabasta. Également connue pour être la personne qui plongea le monde dans l'ère de la piraterie en ayant commis une erreur incitant les pirates à partir à la recherche des poneglyphes. C'est ainsi qu'au chapitre 1085, le roi Nefertari Cobra, alors en audience devant les 5 doyens et Imu Sama, leur apprirent l'existence d'une lettre qui contenait un message de la part de l'ancienne monarque. C'est à cet instant que nous apprenions que la dynastie Nefertari était également porteur de la volonté du Di. Cependant, une question demeure. Pour quelle raison Imu Nerona souhaite mettre la main sur la princesse Nefertari dit Vivi? Au cours de cette vidéo, je vais vous exposer une théorie qui pourrait expliquer la raison qui motive Imu Nerona de capturer la princesse du royaume des sables. Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour notre première vidéo théorie de l'année 2025 et aujourd'hui nous allons traiter sur le personnage d'Imu Nerona et la princesse Nefertari Vivi au cours de cette vidéo. Quoique, on vient de dire la princesse Nefertari Vivi, mais en réalité, il s'agit de la reine Nefertari Vivi. Oui, on pense à toi Cobra, RIP à toi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et bah écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir continuer notre vidéo théorie, mais avant, je voulais dresser une petite parenthèse parce que qui dit vidéo théorie dit forcément vidéo qui sera amenée à spoiler les différents chapitres. Donc si toi derrière ton écran tu n'es pas à jour au niveau du manga, bah ça peut occasionner quelques petits soucis. Parenthèse fermée, à présent nous allons pouvoir continuer et reprendre la vidéo là où nous en étions restés. Avant de commencer et dans un souci de facilité, on dira que le personnage de Imu Nerona est un homme, donc on utilisera le pronom il au cours de cette vidéo théorie. C'est à la date du 4 juin 2018 que nous est présenté le personnage d'Imu Nerona. Avançant dans les souterrains du château de la Pangée, il entra dans une pièce gelée où était placé un chapeau de paille géant. De plus, le détail qui ne manqua pas de nous surprendre, c'est qu'à ce moment-là, Imu tenait dans sa main différents documents, à commencer par l'avis de recherche de Monkey D. Luffy, le pirate au chapeau de paille, qui était mis en avant. Ce n'est que 15 jours plus tard, au chapitre 908, que nous découvrions que l'ensemble des documents qu'Imu tenait dans sa main était une série d'avis de recherche et de photos présentant différents personnages. Luffy, Barbe Noire, la princesse sirène Shirahoshi et Nefertari Vivi, princesse du royaume d'Alabasta. Toutes avaient été déchirées à l'aide d'une épée. Cette dernière étant une des 20 épées qui ont jadis appartenu aux monarques qui ont fondé le gouvernement mondial en faisant vœu, au chapitre 908, de rester égaux et de ne jamais être tentés par l'autocratie. Déchirant et tailladant l'ensemble des photos qu'il avait en sa possession, il décida néanmoins d'en conserver une intacte, celle de la princesse Nefertari Vivi. La question est pourquoi?
Lorsque l'on prête attention aux personnes en photo qu'Imu avait en sa possession, on peut remarquer que 3 d'entre elles détiennent des pouvoirs extraordinaires. En premier, nous avons Monkey D. Luffy, la réincarnation du guerrier de la libération Nika, évoqué par Vegapunk au chapitre 1068, et de l'autre, Marshall D. Teach, personne spéciale tout comme sa lignée, comme le souligne Katerina Devon, alors en train de discuter avec Saint Saturne au chapitre 1107. Tous deux étant des utilisateurs du Haki des rois. D'autre part, nous apprenons de la reine Otohime au chapitre 626 qu'il est dit qu'une sirène aux pouvoirs spéciaux naît une fois par siècle et que cette dernière est capable de communiquer avec les puissants rois des mers. 2 puissants monstres marins à la taille gigantesque. C'est au chapitre 649 que nous apprenions la véritable identité de la princesse Shirahoshi. L'arme antique Poséidon. À cet instant, nous pouvions voir une théorie se dessiner. Ayant d'un côté 2 pirates utilisateurs du Haki des rois et de l'autre 2 princesses dont une qui était une arme antique, nous pouvions logiquement nous dire que la princesse Vivi était elle aussi une des 3 armes antiques. En l'occurrence, Pluton. Cependant, cette théorie n'était plus valide dès lors que Kozuki Sukiyaki nous annonça au chapitre 1055 que l'arme antique Pluton résidait dans les profondeurs de Wano Kuni et que cette dernière pouvait être libérée seulement en détruisant les murs protégeant le pays de Wa. Pourtant, il demeure une possibilité qui n'a pas encore été évoquée et qui fera l'objet de cette théorie. En effet, depuis le chapitre 1085, Oda nous a révélé que la dynastie Néfertari était porteur de la volonté du Di. Or, cela change beaucoup de choses par rapport à la théorie précédente. En effet, puisque au-delà de 2 pirates et 2 princesses qui suscitaient l'intérêt de Imu-sama, nous avons à présent 3 porteurs de la volonté du Di et une arme antique. Monkey D. Luffy, la réincarnation de Nika, Marshall D. Teach, très probablement le descendant d'un des plus grands pirates qui ait navigué sur les mers du Nouveau Monde, et enfin, nous retrouvons la princesse du royaume d'Alabasta qui est une descendante directe de Néfertari dit Lily, ancienne monarque du royaume des sables qui jadis refusa de rester en terre sainte de Marie-Joise aux côtés des 20 familles fondatrices du gouvernement mondial. Au final, aujourd'hui, Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach et Néfertari D. Vivi sont tous descendants directs ou réincarnations de personnes ayant marqué l'histoire de One Piece au cours d'une époque antérieure. Dès lors, imaginons que certains porteurs de la volonté du Di détiennent un Haki particulier, un Haki que seuls les Di peuvent avoir, un Haki qui, une fois éveillé, pourrait permettre à leur utilisateur de rentrer en contact avec les éléments, les animaux ou encore d'activer un robot vieux de 900 ans. Vous l'aurez compris, je fais référence à différents passages du manga qui nous ont été dévoilés à plusieurs périodes et qui demeurent un mystère. Cette forme de Haki pourrait permettre à l'auteur de justifier pourquoi seulement certaines personnes soient capables d'entendre la voix de toute chose et ainsi entrer en contact avec d'énormes monstres marins, des animaux gigantesques, tels que Zunesha, ou encore d'influencer le climat. N'étant pas un porteur de la volonté du Di, Imu pourrait chercher à acquérir ce pouvoir dans un objectif bien particulier. D'où l'intérêt qu'il manifeste à l'égard de la princesse Vivi. Mais attention, ce Haki si particulier concernerait une minorité des porteurs de la volonté du Di. En effet,
Depuis plusieurs années, Eiichiro Oda a installé une hiérarchie dans les porteurs de la volonté du Di en tenant compte de leur aptitude et de leur rang. Dans ce cas-ci, on peut appliquer une hiérarchie pyramidale divisée en 3 axes principaux. En bas de la pyramide, nous avons l'ensemble des porteurs de la volonté du Di sans pouvoir ni rang particulier. C'est le cas pour des personnages comme Aguar dit Saoro, Clo dit Clover ou encore Portgas dit Rouge. Au niveau intermédiaire, nous avons ceux qui possèdent un rang plus distingué et qui savent utiliser le Haki. C'est le cas pour Monkey D. Garp, le héros de la marine, Trafalgar D. Waterloo, membre de la génération terrible, Portgas D. Ace, fils de Gold Roger, le roi des pirates. Pour terminer, au sommet de notre hiérarchie pyramidale se trouvent les personnages les plus distingués dans leur milieu. Nous commençons par Gold D. Roger, le roi des pirates, Monkey D. Luffy, la réincarnation de Nika, le guerrier de la libération, Marshall D. Teach, l'unique détenteur de 2 fruits du démon, Nefertari D. Vivi, reine du royaume d'Alabasta, Rox D. Xebec, principal adversaire de Roger à son époque, bien sûr je veux parler de l'époque avant que Barbe Blanche ne devienne à son tour capitaine pirate, et enfin nous terminons avec Nefertari dit Lily, un des 20 fondateurs du gouvernement mondial et ancien monarque du royaume des sables. Voilà qui conclut la hiérarchisation des porteurs de la volonté du Di, et ce qui est surprenant, c'est que l'auteur a adopté la même dynamique avec les dragons célestes et les dirigeants de la Terre Sainte de Marie-Joise. En bas de la pyramide, nous retrouvons les dragons célestes ordinaires. Au-dessus d'eux se trouve le Gorosei, utilisateur du Haki des rois et détenteur de pouvoirs de fruits du démon de type Zoan mythologique, mais aussi groupe décisionnaire de la Terre Sainte de Marie-Joise, du Cypher Pole et de la Marine. Pour finir, au-dessus de tout s'élève le personnage qui contrôle dans l'ombre le Gorosei et l'Intersainte de Marie-Joise, celui qui osa s'asseoir sur le trône vacant, le seigneur Imu Nerona. De plus, ce dernier dispose d'un pouvoir des plus particuliers qui lui est propre et qui nous a été présenté au chapitre 1125. Pouvoir maléfique incarnant les ténèbres et le désespoir à l'état pur que seul ce personnage maîtrise. Avec le travail d'ancrage d'Eiichiro Oda, on peut observer quelques similitudes entre le fruit des ténèbres de Barbe Noire et le pouvoir d'Imu. Par conséquent, ce que chercherait à acquérir le seigneur de Marie-Joise est le seul pouvoir qui puisse faire contrepoids au sien. Un Haki surpuissant capable de stopper net ce dernier comme on a pu le voir au chapitre 1122. Alors pourquoi s'intéresser à Vivi en particulier ? Comme vous le savez, à ce jour, nous connaissons la position de 2 des 3 armes antiques. La première est Shirahoshi, l'arme antique Poséidon, qui se trouve sur l'île des hommes poissons. La deuxième est Uranus, qui est visiblement sous le contrôle du gouvernement mondial. En effet, c'est au cours du chapitre 1114 de One Piece que le Dr Vegapunk nous apprirent que le Mother Flame, invention de sa part, est une source d'énergie qui aurait servi à alimenter une certaine arme qui par la suite aurait servi pour détruire le royaume de Lulusia. Ce dernier ayant été annihilé par une arme venant du ciel. De par sa proximité avec cet élément, il ne serait pas surprenant qu'Uranus soit une arme sous le contrôle des dragons célestes. De plus, Marie-Joise est connue pour être un royaume céleste. Beaucoup trop de liaisons qui font directement penser à la noblesse mondiale. Seul Pluton, à l'heure actuelle, n'a pas été précisément localisé excepté son lieu qui est Wano Kuni.
D'autre part, l'histoire de cette arme antique est souvent liée au royaume d'Alabasta et par conséquent à la princesse Néfertari dit Vivi. En somme, il ne serait pas impossible qu'Immu Nerona soit fortement intéressé par cette dernière afin qu'il puisse lui dérober son acquis dans l'objectif d'avoir le contrôle de l'arme antique Pluton. En effet, c'est au cours du chapitre 193 de One Piece que Crocodile, l'un des 7 grands corsaires, nous apprirent que Pluton serait une arme capable d'anéantir une île tout entière. Comme toute machine, cette dernière doit bénéficier d'une clé pour être mise en marche ou décellée. Oui, je viens bien d'employer le terme déceler, et ce n'est pas anodin dans la mesure où le acquis si particulier des porteurs de la volonté du dit pourrait servir à activer ou désactiver l'arme antique Pluton. Ce scénario est tout à fait envisageable depuis que l'auteur nous a montré au chapitre 1092 qu'un robot vieux de 900 ans pouvait se réveiller en percevant le acquis d'un certain personnage, Joy Boy. Dans le cadre de cette théorie, on aurait ainsi une variante où le acquis des porteurs de la volonté du dit permettrait de décéder Pluton même si cette dernière soit restée longtemps endormie. De par sa parenté avec Néfertari dit Lily, Vivi aurait probablement hérité des mêmes capacités que son ancêtre et par conséquent ce acquis si particulier qui pourrait être convoité par le seigneur de la Terre Sainte de Marie-Joise. Son but final étant le contrôle total sur 2 des 3 armes antiques. À présent, je me dois d'intervenir dans la mesure où je vois déjà certains d'entre vous avec les yeux écarquillés en se demandant mais sur quoi il se base pour faire cette vidéo théorie, ces arguments sont moyennement plausibles, tout ça. Gardez à l'esprit les amis, c'est que là on parle avant tout du personnage de Néfertari Vivi et que ce personnage est ma waifu de l'œuvre de One Piece. Donc là, je vous fais une vidéo théorie parmi les 5 théories que j'ai à propos d'Immu Nerona et de cette dernière. Donc, pas d'inquiétude parce que il y a plusieurs autres scénarios dont j'ai envie de vous parler et qu'on sera amené à aborder dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc pas d'inquiétude. Sous réserve qu'Oda nous fasse pas quelques révélations supplémentaires à propos de Immu Nerona d'un côté et de Néfertari dit Lily de l'autre. Ça va de pair, vous me direz. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, là on est en train de parler d'un potentiel pouvoir que Néfertari Vivi aurait hérité de son ancêtre Néfertari dit Lily. Dans la prochaine vidéo, on sera amené à parler de qui se cache derrière le personnage d'Immu Nerona, son identité, et vous verrez que au final, je ferai quelque chose qui soit en cohérence avec la vidéo théorie qu'on est en train de faire ensemble actuellement. D'autant qu'il faut que l'on reparle de ce que nous avons vu au chapitre 1116 où on a Immu Nerona qui se retrouvait en face d'un tableau de Néfertari dit Lily. Mais effectivement, tout ça sera au cours de la prochaine vidéo théorie. Pour l'heure, le fait que Néfertari Vivi possède un acquis surpuissant à l'image des autres héritiers de la volonté du dit me paraît cohérent dans la mesure où il n'est pas anodin et exceptionnel de voir que certains protagonistes liés à différentes histoires possèdent des pouvoirs vraiment très particuliers et c'est la raison qui me fait penser que Oda pourrait être amené à développer ce genre de scénario au sein même de l'œuvre de One Piece. Bon, et ben voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amené à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!